Alors bonjour Monsieur Bontaz. Bonjour. Alors vous êtes ex-chef d'entreprise et vous avez créé beaucoup d'emplois puisque vous avez commencé en tant qu'ouvrier et au bout de 2 ans vous avez créé votre propre entreprise et aujourd'hui elle compte 1800 salariés, c'est bien cela? C'est ça, oui. Comme j'étais 2 ans salarié, j'étais travaillé, bon, comme tout le monde, hein, en vélo, et c'était quand même à une certaine époque. Et puis après, bon, on a décidé, du moins mon père m'a un peu aidé financièrement, il a vendu un cheval et une vache, ça nous a fait une petite somme pour acheter une machine. Voilà. C'est un petit peu poétique notre départ. Voilà, et avec cette vache et ce cheval, vous êtes On a aujourd'hui... acheté une machine, après deux, après trois. Voilà. Au début, on a fait des machines d'occasion, ça permettait d'en acheter 3 ou 4. Et puis après, c'était un long cheminement qui a duré 30 à 40 ans. J'ai passé d'ouvrier, mon premier ouvrier, c'était mon père. Après, ça a été un peu des copains. Et puis après, on est monté jusqu'à 1800. Mais je peux quand même vous donner les principales étapes. Oui. Pendant 10 ans, on a travaillé pour les gens de la région en sous-traitance. Ouais. C'était très dur, il y avait des prix très tirés. Ensuite, comme on dit, j'ai pris mon costume et je suis allé à Paris tirer les sonnettes chez Peugeot, chez Renault, chez tout le monde de l'automobile. Oui, parce que vous faites des équipements de l'automobile. Je suis équipementier de moteur d'automobile, oui. Voilà. À cette époque, c'était assez facile de rentrer chez Peugeot. Renault, c'était la grande époque de 1970 où il y avait beaucoup de boulot. Ouais. Et je suis arrivé à rentrer facilement. Bon, après, ça c'est un peu compliqué. Il y a eu les roulements d'entreprise. J'ai échappé. Les fournisseurs voulaient avoir que quelques clients dans la région de Cluse. Moi, bon, j'ai gardé mon indépendance. Mais après, il y a environ 20 ans, c'est là que j'ai pris un grand virage. Je ne voulais plus être un sous-traitant, je voulais être un équipementier de premier rang qui allait travailler directement pour Mercedes, Volkswagen, General Motors. Donc, j'ai créé un produit qui s'appelle le gicleur, le refroidissement de moteur. Et ce produit, bon, qui existait déjà un petit peu de l'automobile, mais que sur les forces cylindrées, je l'ai rendu à un coût très compétitif et j'ai été mis sur toutes les voitures pratiquement en Europe. D'accord. Donc là, il y a la grande épopée, Mercedes, BMW, Porsche, on avait toute l'Allemagne. Très bien. Ensuite, l'étape après plus longue, il y a environ 12 ans, là, j'ai vu qu'il fallait sortir de... Donc on nous obligeait presque, parce que quand on arrivait chez un fournisseur, on nous disait que ce soit en France ou en Allemagne, monsieur, est-ce que vous avez une usine en Chine ou au Brésil? Si le malheureux avait dit non, on lui aurait dit bon, on vous enlève du Planel à long terme. Donc je voulais pas qu'il m'enlève ce qu'on appelle du Planel de sa liste de ses fournisseurs. Ouais. Et là j'ai dit ok, j'ai pris, moi je parle même pas l'anglais, j'ai pris un interprète et on est parti à Sao Paulo, on est parti à Shanghai. Et on a ouvert des entreprises, des filiales, qui au début avaient que quelques personnes. Et puis après, on a fait une troisième filiale qui a été, elle, vraiment déterminante, c'est les USA. Ouais. Alors là, on a eu des commandes en masse, puisque à ce moment, l'Amérique, encore maintenant, font autant de voitures qu'en Europe. Donc là, on a eu des grosses commandes et subitement, l'entreprise se multipliait toutes les années. Ça a été dur de suivre, d'autant plus qu'il nous fallait dans la partie de notre produit avoir des coûts modérés. Alors on a fait 2 filiales qui étaient des sous-traitantes et non des vendeuses en République tchèque et en Tunisie. Voilà, donc on voit vous êtes un obligatoire d'avoir des usines à coût modéré parce que dans un produit, il faut bien dire une chose aujourd'hui, bon, en France, on va justement être capable de faire l'étude, les prototypes, les essais, benchmarking, tout, le démarrage des séries, mais dès que la série est démarrée, il faut faire les produits, le principal en France, mais tout ce qui est ANES, qui est le contrôle unitaire, les petits montages, les logistiques, il faut y faire dans un coût à payer modéré, sans ça le prix ne passe pas. Vous savez, maintenant, dans le monde, on vous prend une pièce de voiture, on vous dit d'avance, ça vaut 2 euros, 1,5 euro. Ouais. Il faut y aller au prix de marché, donc automatiquement, on n'avait pas le choix. Si on faisait tout en France, donc on n'avait pas de marché. Pour vous situer quand même de la proportion des usines, afin que vous soyez mieux, vous voyez mieux comment c'est. En somme, nous sommes 350 ouvriers, on est moyen, pas beaucoup. Mais à l'étranger, en Tunisie, on est 900. Et en République tchèque, on est 300. D'accord. Ensuite, alors là, parce qu'on a des usines sous-traitantes de l'Europe, tandis qu'en Chine, on travaille directement pour le marché chinois. Ouais. Les deux,
Au Brésil, on est aussi une cinquantaine. Donc là, on ne travaille pas pour ramener en Europe, on travaille pour vendre sur le continent chinois aux Brésiliens. Voilà. D'accord. Donc on comprend bien que vous êtes un entrepreneur, que vous avez une grande expérience de l'entreprise, de la création d'emplois aussi, en France et à l'étranger. Et c'est certainement ça qui vous a donné envie et idée de créer un livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Cours sur la croissance pour Nicolas Sarkozy, 30 mesures concrètes. Alors j'ai commencé de le lire parce que vous l'avez auto-édité, donc a priori vous n'avez pas trouvé d'éditeur pour Non, j'ai l'éditer. pas eu le temps, puis il a été fini il y a seulement un mois et demi. Alors donc, Voilà. j'ai demandé à des éditeurs, il y a Robert Laffont qui vont peut-être éditer, mais bon, c'est un peu tard maintenant. Ouais. Mais bref, je n'ai pas d'éditeur, mais je ne sais pas s'il est éditable, je ne sais pas si on dit non éditable. Après les élections, je ne sais pas sûr. Oui, parce qu'il faut dire que vous lancez un appel au début, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui, tout ça parce que j'avais déjà fait en 2007. Ça me permet de rentrer dans des univers que l'on ne connaît pas si on ne se présente pas. Bah oui. Et vous aviez eu des signatures en 2007 après, bon, j'ai pas des gros médias, mais j'ai quand même passé sur FR3, j'ai passé dans des petites télés. Bon, on n'est pas les habituels, bien qu'on voit toute la journée à la télé, mais on intéresse. Passer à l'usine nouvelle, Challenge, des trucs comme ça. Ouais. On rentre dans ce milieu et puis je taquine un petit peu les politiques, même beaucoup les politiques de métier en leur disant, en fin de compte, même malgré que ce soit Sarkozy, que eux, ils nous regardent de pouvoir, tout le pouvoir est dans nos mains. Nous, on fait ou pas des emplois en France. Voilà. Oui, alors... Parce que le gouvernement, à part d'aller sauver l'extrémisme, à 15 jours des élections, une usine, ils n'ont pas de pouvoir. Et c'est normal qu'ils n'aient pas de pouvoir, puisque dans un système libéral, l'État n'intervient pas. Ouais. Alors justement, il y a beaucoup de choses dans votre livre. Moi, j'ai pas encore tout fini parce qu'il est très très dense. Il y a énormément de chiffres, mais c'est très intéressant parce que vous les présentez bien. Et alors, ce que je retiens déjà, c'est que vous n'êtes pas tendre avec les médias. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que les médias, ils n'y connaissent rien en économie déjà. Oui. Alors là, c'est absolument sûr. Puis les médias, jamais vont les comprendre parce que comme il y a une course à l'audimètre, donc au salaire, vous figurez un gars qui commence une émission sur Antenne 2 puis qui dit « fait très beau, ça va tout bien », il n'y a personne qui l'écoute, mais sur lui dit « Madame Bettencourt a une fortune de tant de milliards et il fait de l'audimètre ». Donc les médias sortent tous les cartons de toutes les choses qui sont un petit peu excellentes, entre guillemets, mais qui sont souvent fausses. Aujourd'hui, je viens de faire un rapport, je peux peut-être vous l'envoyer, que vous savez, la dernière mesure de Hollande de taxer à 75% Oui. les salaires de plus d'1 million, j'ai de lancer un pavé dans la marge. Le premier qu'il ait trouvé, c'est que cet article qui a été découpé dans l'institut que je vais vous l'envoyer tout à l'heure. En fin de compte, ils ont laissé que les deux premières lignes, c'était les salaires du CAC 40 ont augmenté de 34%, mais ils sont bien loin de 22% à ceux de 2007 avant la crise. Et ça, ils l'ont pas mis, ce qui a permis de faire du sensationnel, et même à Hollande de faire sa loi un petit peu à la noix, vous voyez. Oui. Donc moi, je suis attentif à tout. Alors j'ai publié sur la FP un communiqué de presse à 5 minutes en disant que les gens, ils lisent bien le texte, et qu'aujourd'hui, le salaire moyen du GAC 40, il est de 4 millions 100 et non et qu'il était de 5 millions 600 en 2006. Mais là aussi où je trouve les médias vraiment nuls. Par exemple, regardez-vous, vous savez sûrement calculer, vous savez sûrement que dans un salaire, il y a 22% de charge sociale. Oui. Quand on donne un salaire, on dit qu'il est brut. Bon, on enlève les 22% de charge sociale, de 4 millions 100, il reste 3 millions 2. Puis après, on a l'impôt en France qui est dans les tranches à 45, 41, plus la CSG, on est facilement un gros salaire à 50. Si vous divisez encore 3 millions 2 par 2, ça fait 1 million 6. En fin de compte, un salaire apparent de 4 millions 100, il est en réalité de 1 million 6, c'est-à-dire pratiquement 3 fois moins. Et ça, jamais un média ne l'a dit. Moi, sur le livre, si vous avez lu, je sais pas où vous en êtes, j'en parle beaucoup de ça. Les chiffres complètement tronqués. J'ai aussi fait sur mon bouquin un truc qui s'appelle Capitalisme fou. C'est-à-dire, j'ai un graphique, vous verrez, où il y a le PIB qui est à 950 milliards, il y a les revenus français qui sont de 950 milliards, il y a les prélèvements obligatoires de 830. Bref, ce qui est intéressant, c'est les revenus qui sont de 950 milliards en France. Et quand on voit que les salaires du 440, ils sont 0,06 milliards, il ne faut pas énoncer à toutes les
tous les jours les journalistes, c'est à cause des riches là que la France ne va pas. Alors donc, je remets un petit peu, il y a aussi un chiffre dans le tableau, il faut bien étudier, qu'on distribue 75 milliards d'impôts de bénéfices en France, et qu'ils sont imposés à 31%, et que ça reste ça reste 40 milliards, mais il faut savoir que dans le GAC 40, il y a 61% d'actions françaises, les autres 40. Bref, en fin de compte, en résumé, le GAC 40, c'est 30 milliards d'impôts, 30 milliards distribués sur les 950 milliards. Quand vous entendez, je ne sais pas si vous avez encore entendu parler de l'économiste communiste qui s'appelle Piketty, non? Oui, il passe beaucoup dans les médias, oui. Ben, lui, il dit que c'est 270 milliards. Mélenchon a encore dit ça hier soir. Alors, quand on dit que les patrons gagnent 270 milliards de dividendes alors que c'est 35, ça vous décourage de... Alors justement, vous revenez, c'est d'ailleurs en couverture de votre livre, il y a tout un tas de tableaux qu'on voit jamais, c'est vrai, dans les médias, et par ailleurs, les médias sont accusés d'être aux mains des capitalistes, vous savez, parce que les propriétaires sont des grands patrons. Ça, j'y crois pas, ça fait faux, ça. Ouais, Bouygues... Mais non, c'est faux. Parce que vous savez, le Figaro et tout, ça, moi, je connais un peu des gars. Les gars, mais bon, ils ont déjà perdu de licenciés s'ils font pas des jolis papiers. Puis non, par exemple, moi, j'ai voulu mettre en article sur Nouvelle Ordre, c'est qu'ils assassinaient la gauche, ils l'ont bien mis, vous savez, bof. Ouais. Ça, je sais pas, je crois que les médias, aujourd'hui, les journaux, ils ont tous peur, les journaux écrits, ils ont tous peur de crever. Ils mettent tout ce que les gens aiment bien. Ouais. Tout ce qui est succulent, ce qui change de l'habitude. Alors, je ne crois pas que de dire que peut-être que Bernard Arnault, je ne sais pas si c'est lui qui est propriétaire je ne sais pas si c'est du Figaro ou de Paris Match, je ne crois pas qu'il donne des consignes à ces journalistes pour qu'ils soient de droite. Non, ça, je vous dis ça, ben, je ne crois pas. Alors, par exemple, vous donnez un exemple très intéressant, c'est celui de Total, qui fait énormément de bénéfices. Je crois qu'ils ont annoncé 15 milliards d'euros de bénéfices cette année. Ça, c'est ma plus belle réussite. Et hier soir, encore, quand Sarkozy, il a encore fait une erreur. Oui, ben alors, voyez, Total, est-ce que vous avez compris Total? Total, il y a 60 filiales dans le monde. Naturellement, les plus grands, c'est le Nigeria, c'est le Canada, c'est le Qatar, où il y a beaucoup de pétrole. Nous, en France, qu'est-ce qu'on a justement distribué? Donc, alors, pour savoir Total, j'ai acheté les actions de Total. Ouais. Pour l'acheter pour 10 000 euros un jour, comme ça j'ai tous les rapports qui viennent, et c'était pour l'étudier que j'ai acheté. Mais en fin de compte, en France, on fait rien du tout, on fait même de la perte avec les deux fameuses raffineries qui voudraient fermer, mais dont l'État donne l'ordre à Total de pas faire des licenciements qui perdent de l'argent. Alors Total en France, il gagne 800 millions d'euros il perd 800 millions d'euros sur les deux raffineries, parce que vous savez, tout a un prix de marché dans la vie. Pour raffiner, c'est peut-être 0,10 euros le litre, si ça reste 0,30, donc ça fait de la perte. Le peu de bénéfices qu'ils font, c'est sur la distribution. Et en fin de compte, l'année dernière, ils avaient 0,3 milliards de déficit, et c'était normal. C'est pas que je les défends, mais c'est que les gens ils mélangent tout. Même Sarkozy hier soir, il a dit, vous savez, les grosses sociétés, elles font jamais de bénéfices. Mais moi, je le vois, par exemple, je vais vous donner un exemple typique. Montasang, on est en France, 33%. On est en Tunisie, 0%. On est en Chine, 15%. On est au Brésil, 20%. Donc, la moyenne de Montasang, c'est 12 à 15%. Et je suis pas un voleur, je suis pas un fraudeur, vous voyez. Si on a des taux moins chers dans les autres pays, c'est pas de notre faute, c'est que les autres pays, ils se contentent des impôts qu'ils nous donnent. Alors, on n'a pas non plus à s'immiscer dans des impôts des pays étrangers. C'est pour ça que il faut pas dire que le GAC 40 français fraude avec sa moyenne de 10% ou de 15%. C'est que ce 15%, c'est le total, avec prorata par chiffre, des taux d'imposition dans le monde entier. Alors, ce que vous expliquez bien, c'est que justement Total paye beaucoup d'impôts, mais à l'étranger, puisqu'il produit à l'étranger. Et qu'en France, comme vous l'avez expliqué, ils perdent de l'argent, puisque les raffineries perdent de l'argent. Donc c'est pour ça qu'ils ne payent pas d'impôts. Mais quand même, est-ce que 15 milliards d'euros de bénéfices, ça c'est fait au niveau mondial, donc mais... Je vais vous expliquer comment ça se passe. J'ai tout étudié, parce que vous savez, quand par exemple Total, je ne sais pas si au Chili, Hugo Chavez a nationalisé, ils payent jusqu'à ce qu'ils disent, ok, on ne nationalise pas.
et le couteau sur la gorge au Nigeria partout, et ils payent 60% d'impôts en moyenne dans tous ces pays qui voudraient nationaliser pour bénéficier, eux, du bénéfice. Donc le taux imposé, c'est un rapport de force du pays total. Et ils payent environ, dans les pays environ 20, 25, 26 milliards d'impôts à tous ces pays. Et moi, je ne suis pas tellement contre parce qu'ils sont dans des pays pauvres. C'est la mondialisation, vous avez vu, si vous avez lu des paragraphes. C'est un peu salaud de dire ça pour les Français, mais quand on donne du boulot à l'étranger, c'est des gens qui sont pauvres. Si on parle du mot de valeur dans la gauche, ils ont que ce mot dans la bouche. Quand on critique une délocalisation, c'est qu'on dit bon, allez, on garde tout pour nous, qui crèvent seulement les autres. Donc, vous savez, il faut. Alors, c'est quand on. Moi, vous savez, quand je voyage dans le monde, que j'ai en Tunisie, que j'ai en République tchèque, je vois le matin devant mes usines des longues queues de gens qui sont misérables, qui font la queue. J'ai pas de regret d'avoir été chez eux. Oui, c'est ça, vous expliquez très bien dans le livre le paradoxe de la gauche qui est contre la mondialisation, alors que la mondialisation sort des millions de gens de la pauvreté et rend les riches moins riches et les pauvres moins pauvres. Ça, c'est exactement ça aussi. Il y a peu de gens qui ont... Il y a peu de gens qui ont ce langage, hein, très très peu, alors que le mot... Ils disent toujours que ça fait partie de valeur, la Hongrie, c'est toujours la valeur de notre parti. Bon, Sarkozy dit, il faudrait bien mettre des frontières, mais les frontières, ils ne peuvent pas les remettre, parce que comme moi qui travaille, par exemple, à 80% pour aller à l'étranger, si un jour on avait des frais de douane, la France serait perdue aussi. Ouais. Mais si on délocalise, donc pour vous, c'est pas forcément un mal. Et donc, si on est pour la solidarité internationale, c'est très bien. Mais quand même, on est français et donc on préférerait que son pays se porte mieux. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Ben nous, vous savez, bon, on a une cinquième puissance mondiale, peut-être aussi en intelligence. Nous, les Français, avec l'avance que nous avons dans nos cerveaux, soyons un peu synthétiques, nous, on est là pour penser, pour étudier, pour innover, pour faire les plans, pour faire les échantillons d'un produit, pour tout. Il faut qu'un produit soit fait 50% en France et 50% à l'étranger. Nous, on fait les parties les plus nobles. Et c'est pour ça que les usines de montage, où la personne elle fait un t-shirt ou bien elle appuie sur un bouton 10 000 fois par heure, ça malheureusement disparaître. Et il faut transformer. Vous voyez, aujourd'hui, à midi, il disait à la télé que ça manquait 53 000 informaticiens. 53 000 informaticiens qu'il y avait sur Paris l'année dernière, comme quoi. Et c'est pour ça que quand il y a aussi des grèves contre les fermetures d'usines, il faut expliquer aux gens que d'ailleurs en Amérique, ils expliquent bien qu'un métier dure 20 ans. Paraît-il, ils apprennent à l'école en Amérique que les métiers qui font dans 10 ans, il y en a 60% qui ne sont pas connus. Il faut s'adapter, pas s'accrocher à ces vieilles idées. C'est toujours difficile de fermer des usines comme Manu France et compagnie dans le temps, mais le monde va trop vite et il faut dire aux jeunes, vous changerez d'ailleurs, paraît-il qu'ils leur disent quel soit le métier dans la vie. Ce qui veut dire qu'il faut voir que des usines fermeront, mais d'autres ouvrent. Il faut aussi voir aussi, là c'est ma plus grande colère, c'est que il y a quand même 500 000 emplois non pourvus, nous, dans la Haute-Savoie. On est peut-être près de la frontière suisse. On trouve pas de main-d'œuvre. Alors là, c'est pour ça que Laurent Wauquiez, l'autre jour, quand il est venu là, c'est lui qui a tapé le poing sur la table avec Sarkozy. On n'a pas de tourneur, on n'a pas d'usineur, on n'a pas de peintre, on n'a pas de maçon. Moi, j'ai en plus, bon, j'ai d'autres activités, j'en ai pas parlé. J'ai fait un hôtel-restaurant là, près d'un lac, là. Je n'ai pas de cuisinier, je n'ai pas de serveur, alors que il y a 5000 chômeurs dans mon canton, alors donc... Personne ne voulait travailler, ouais. Sur l'assistanat, tout ça, sur la France, qui travaille peu, voilà, vous avez dû le voir. Oui, vous dites qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires, et une des causes de notre dette abyssale, ce sont les RTT et les fonctionnaires. Savez, vous avez vu le graphique des fonctionnaires. Dans le monde entier, c'est environ 13 à 14%. Et pourquoi la France a 20 000? Puis là-dessus, je ne compte pas les fonctionnaires marchands qui sont la CNCF, EDF et tout ça, qui eux rapportent presque ce qui coûte. Je parle que des fonctionnaires. Il y en a 28%, alors qu'ailleurs, il y en a 13%. Je ne parle pas en Suisse, en Amérique, il y en a 8%. Mais... Donc aujourd'hui, je fais le coup que ça coûte 55 milliards par an, puisqu'un fonctionnaire, il coûte 50 000 euros par an. Et puis j'ai aussi chiffré le RTT, parce que nous, le RTT, qu'on le veuille ou pas, ça nous a fait assez mal. Chez nous, on ne travaille pas le vendredi après-midi dans la région. Mais arrêtez une demi-journée par mois, ça fait un mois par an.
Ouais. et avec déjà tous les avantages qu'on avait en France, pour les 5 semaines, la retraite, on avait à 60 ans, on avait les 15 jours fériés, il y avait salaire maintenu en cas de maladie, on est venu, on est presque venu un pays de fainéants. Et alors vous expliquez un autre paradoxe, c'est que si l'État venait à faire faillite, quand même il n'en est pas très loin, ce sont les fonctionnaires qui paieraient les premiers, puisqu'on ne paierait plus leur retraite, ou on diviserait par deux leur salaire comme en C'est ce qu'on a Grèce. vu en Grèce, en Espagne ou pas, parce que l'État, admettons aujourd'hui, on dit c'est la faillite en France, il bloque l'euro. Mais l'argent, il pourra pas, l'État pourra pas. Alors c'est ce qu'ils ont fait en Grèce, en Espagne, au Portugal. Ils ont supprimé le 13e et le 14e mois, ils ont fait 5% de baisse. Ça fait une baisse de 15 à 20%. Mais ça serait rapide parce que dans le privé, admettons même qui fassent une loi, qui vont augmenter les impôts, ça va se répercuter un an ou deux après tout ça. Donc les fonctionnaires, ils vont être pris de plein fouet par une faillite qui peut se faire d'un jour à l'autre. Si un jour on dit, là, ça y est, on passe en B, en cotation B ou en C. C'est ça. Et alors, autre chose, vous êtes très très dur avec la gauche en général, et avec les intellectuels de gauche en particulier. Vous parlez d'Emmanuel Todd qui ne dit que des âneries, Thomas Piketty qui est un communiste. Vous avez dû voir que Mélenchon a dit que les communistes n'avaient pas de sang sur les mains là récemment dans un meeting. Enfin bon, pour vous, la messe est dite quoi. On a... Ah oui, ben là je confirme. Ouais. Je confirme parce que, bon, que ce soit Piketty et puis Mélenchon, bon, il faut savoir aujourd'hui, comme je dis souvent, il y en a qui me disent pourquoi tu fais un peu de politique. Je dis, tout le monde cherche dans le monde entier depuis des décennies, des millénaires, est-ce qu'on a un système libéral ou un système collectif? Il n'y a pas de milieu, malheureusement. Alors donc, si Mélenchon tous les jours crie vivement qu'on soit au pouvoir, on ira vous chercher, on les entrepreneurs et tout, c'est qu'il appelle aux communistes. Alors, je comprends pas qu'il y ait 10% des gens en français qui comprennent pas que Mélenchon et Piketty qui leur dit voilà, revenons aux communistes. Et alors vous n'êtes pas tendre non plus avec Arnaud Montebourg que vous accusez de génocide avec sa démondialisation. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça? Ça rejoint parce que l'autre jour, bon, il n'a pas tellement parlé ces temps parce que comme il a sa compagne qui est journaliste, il n'ose pas trop la comprendre, mais quand c'était le moment des primaires, il hurlait qu'il mettrait des frontières, qu'il ferait tout revenir en France. J'avais l'envie de lui dire, monsieur Bondo, venez avec moi, on va aller en Tunisie. D'ailleurs, je fais des exemples. Quand je suis arrivé en République tchèque, c'était il y a quand même 20 ans, c'était la fête du communisme. Les misères qu'on a vues là-bas, les gens pleuraient, ils étaient habillés comme les jeunes de 20 ans, habillés comme des vieilles avec des gilets, ils avaient faim et tout. Alors, quand on a vu le système qu'il y avait dans le communisme, je comprends pas que, premièrement, il y en a qui le réclament, et deuxièmement, qu'il y en a qui interdisent les délocalisations. Oui, alors, donc avec la gauche, vous êtes très très dur, hein, vous les accusez d'avoir mis la France en quasi-faillite. Et que... je pense qu'on fait partie des gens qui diront, l'histoire dira dans peut-être 100 ans que la CGT surtout, pas la gauche, mais que la CGT avec leur grève, parce que nous, vous savez, je vais vous dire, j'en parle un peu, mais pas trop, que comme je suis toujours dans le monde entier, j'ai honte des fois des Français, moi. Quand je vais dans l'avion qui va en République tchèque, j'ai des Allemands qui me disent, alors, M. Bontaz, pas en grève, pas en RTT, comme qui dit, vous êtes des bons à rien. Quand je vais aussi en Amérique, alors là j'en ai parlé, j'ai pas trop osé en parler dans mon bouquin, j'ai quand même dit, on nous a dit, parce qu'on a eu un incident avec la grève de Marseille, il y a des blocs, quand c'est venu Tunisie, on était bloqués, on a arrêté fort de 15 jours, ça coûtait des fortunes, bon on s'est arrangé, ils ont dit, même chez Bontaz, on ne veut pas vous le marquer, mais... si les pièces sont faites dans votre pays, vous ne serez plus sur le planète. Alors, on leur a dit qu'on allait faire nos pièces en Tunisie, qu'on allait faire en République tchèque. C'est arrivé à un niveau que le peuple ne comprend pas. C'est vraiment cette France, que je dis entre guillemets, un petit peu, qui ne pense, comme avait dit la ministre de Jospin, le ministère du temps libre, vous voyez. Ouais. Et alors, vous replacez l'entrepreneur au cœur du pays, disons, parce que c'est lui qui crée les richesses, alors qu'aujourd'hui... Absolument. Alors qu'aujourd'hui... L'année dernière, vous voyez, bon, j'aurais pu, avec 1800 ouvriers, dire, bon, j'arrête. J'ai quand même créé 2 entreprises de mécanique, là, qui démarrent, c'est Menda. J'aurais pu pas les faire parce que j'avais pas besoin de ça pour vivre. J'ai créé, bon, 10 emplois là, dans un endroit, 20 à l'autre. J'ai créé mon hôtel-restaurant, il y en a fait 9. Si j'avais pas voulu les faire,
C'est moi qui crée les emplois. C'est ni Sarkozy, ni tous les ministères en disent. C'est que nous. Et je dis une chose, qu'à force de démolir, comme le fait aujourd'hui Hollande, et même toute la gauche, de nous dire pratiquement qu'on est des voyous à chaque coin de rue, eh ben, ils découragent tout le monde et que la France sera revancharde, parce que moi je vois mes copains, ils ne disent pas peut-être devant les médias. Moi tous les copains disent bon, moi j'en ai plein le cul, j'arrête, hein, parce que travailler dans un pays comme ça, où on se fait engueuler toute la journée, où l'on prend déjà tout nos pognons, puisque en fait quand on a les poignons obligatoires de 44%, alors qu'ils sont 35% en Allemagne, les gens ils n'ont plus l'envie de travailler, les jeunes plus l'envie de travailler. Et même tous mes copains qui étaient à l'école avec moi, ils ont tous abandonné en cours de route, tous. Oui, mais alors justement, c'est la droite qui est au pouvoir depuis 10 ans et vous leur reprochez de ne pas avoir fait les réformes qui étaient nécessaires. Exactement. Parce que bon, Sarkozy dit qu'il a fait des réformes, mais pour moi, il n'en a fait que 20%. Parce que maintenant, il veut s'attaquer au RTT. Il fallait s'attaquer tout doucement, mais en dialoguant, en disant voilà, on va faire un peu d'heure, on va partager la différence. Il n'a rien osé faire. Bon, après aussi, non, mais ce qui est surtout embêtant, je parle des manifestants. Vous avez vu déjà sur le mensonge des manifestants, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu Villepin avec son CPR, quand il y a 2 millions de gars dans la rue, les gouvernements ils lâchent, ils ont peur. Alors que, je dis pour moi, il y a 60 millions de Français, 50%, moi, les gamins, quand il y aura 20 millions de gars dans la rue, il faut bouger, mais eux, ils arrêtent à 2 millions, donc il n'y a aucune réforme. Et Sarko, il n'a rien fait. Ah bah si, il a imposé la déclaration. Des manifestants. Si, alors Sarkozy, il a quand même imposé le service minimum, ça devrait... Voilà. Oui, ça a dû passer un soir en vitesse, mais c'est vrai qu'il a fait la réforme des retraites. Mais la TVA sociale récemment. Moi, je vois, vous voyez mieux que moi toutes ces grèves pour rien d'Air France, c'est même pas pour des salaires, ils bloquent à chaque vacances pendant 12 mois. Moi, vous savez, je dis dans mon bouquin, quand j'ai été chez Hyundai en Corée, ils m'ont dit c'est bon, le gars il était jeune, il m'a dit je vais faire mon voyage dedans. C'est en France, mais surtout, quelle est la compagnie à part Air France que je vais pouvoir prendre? Est-ce que les trains sont toujours en train? Est-ce que je vais louer une voiture? Mais on a une image à l'extérieur du pays abominable. Ouais. Et alors ça vient peut-être aussi des médias, parce que les médias pourraient faire leur travail en mettant le projecteur sur tous ces entrepreneurs qui travaillent et qui créent les emplois, justement. Ouais, moi je suis un peu vexé aussi que ma campagne. Bon, c'est vrai, j'ai eu quelques tombés quand même, fait quelques communiqués, mais c'est des politiques, c'est des... Oui, alors vous dites il faudrait virer tous ces clowns pour mettre à la place des gens de la société civile qui savent de quoi ils parlent. Ben oui, déjà en 2007, j'avais fait un livre où il n'était pas terrible, il s'appelait Dehors les énarques, la société civile au pouvoir. Je t'expliquais déjà que c'est aujourd'hui... Mais regardez, réfléchissez bien à mon schéma. Aujourd'hui, vous avez les ouvriers, moi-même je suis ouvrier, on demande du boulot. Mais on le demande au mauvais partenaire, on le demande à Sarkozy ou à Hollande, qui lui n'a pas les pouvoirs sur les sociétés. C'est comme si vous alliez demander à un dentiste qui vous opère d'un genou. On ne demande pas au bon interlocuteur. Donc, en résumé, le bon interlocuteur, c'est les chefs d'entreprise, puisqu'on est dans un pays où l'État n'a pas le droit. Parce que Sarkozy s'est fait moquer quand il a dit la première fois qu'il allait chez Mittal racheter l'usine. Un État ne peut pas. De l'entreprise en faillite parce que ça fausse la concurrence européenne, ça c'est les traités mondiaux qui disent ça. Donc en fait c'est pour ça que ça ne va pas en France, c'est que aujourd'hui les salariés demandent à Sarkozy alors qu'en face de c'est au patron qu'il faut qu'ils demandent. Et puis le malheur c'est que les politiques pour avoir des voix, ils disent que c'est eux qui dirigent. Ceux qui dirigent malheureusement et heureusement pour nous c'est nous. Les entrepreneurs. Oui, donc les entrepreneurs devraient faire alliance quelque part entre eux. Oui, mais justement, je ne sais pas comment il faut organiser l'État. Là, j'ai pas été plus loin dans le truc-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, maintenant, ce qui se passe beaucoup, aujourd'hui, vous voyez le gars 40, on les engueule et tout, ils bougent, ils s'en foutent pas mal. Parce que le monde, moi, je le vois, moi, vous savez, je suis toujours entre la Tchéquie, la Tunisie, on a même ouvert au Maroc l'année dernière. On a encore le Maroc en plus, que je vous ai pas cité, on a ouvert un bureau en Inde. La France, ça représente, malgré on aime notre pays, ça représente plus rien, donc... Et en France, on se croit qu'on va mettre Mélenchon, ou bien Montebourg, qui va mettre des frontières, qui va lui-même aller à la Banque mondiale dire les banques, vous êtes tous des abrutis. C'est pour ça que ça fait un peu rire le monde. Oui, vous tapez aussi sur Emmanuel Todd qui dit qu'il n'y a qu'à plus payer la dette et puis c'est tout.
J'ai vu chez Ruquier un soir, parce que moi j'étais chez Ruquier une fois, mais bon, ce soir-là j'ai été abominable, mais il disait, mais c'est facile, on ne paye pas la dette, admettons, on ne paye pas la dette cette année. Bon, l'année prochaine, ça nous demande 100 milliards pour payer la moitié des fonctionnaires, qui c'est qui nous les prêtera? Ouais. Et alors, vous parlez d'une chose... J'ai dit, si je m'étais en face des balles, c'est trop facile de dire des conneries pareilles. Bah oui, vous les accusez même d'être irresponsables. Enfin, dans votre livre, c'est plutôt... vous y allez fort, mais on vous comprend. Fort, ouais. Ouais. Alors, vous parlez d'une chose dont personne ne parle non plus dans les médias, c'est de la souffrance cachée des entrepreneurs, et notamment des plus petits entrepreneurs. Ben, ça, c'est évident. Moi, je suis bien placé pour savoir qu'il s'est passé de 0 ouvrier à 1800. Mais vous savez que souvent, surtout quand on possède la société à 100%, ce qui est le cas de tous les petits employeurs, vous savez que, j'explique comment on lit un compte d'exploitation dans mon bouquin, je donne un peu des cours de comptabilité. Vous savez, tous les mois, quand on reçoit le 10 du mois, le résultat de la veille, on arrive à transpirer 2-3 nuits complètes, on ne peut pas s'endormir, savoir si on a gagné de l'argent ou si on en a perdu. Au fond, dire on a assez de bonne marge, mais quand vous passez par des moments où il y a un peu de marge, vous avez honte de faire faillite, vous qui avez un petit peu une voiture un peu plus belle que les autres, que vous c'est vrai qu'on aime bien un peu se faire voir, qu'on n'est pas trop, et qu'on risque de faire faillite, c'est une souffrance abominable. D'ailleurs, il y a eu des livres là-dessus, j'ai un peu tiré des phrases de la souffrance cachée des employeurs. Je ne sais plus quel livre que j'ai acheté, j'ai recopié quelques phrases. Mais vous parlez aussi des divorces, des faillites, justement, même avant d'avoir fait fortune ou d'avoir pu se payer la moindre voiture. Et je dis qu'il y a 60 000 faillites par an, voilà. Et oui. 60 000 faillites par an, et combien aussi de gens qui se suicident. J'aurais dû parler des agriculteurs parce que c'est pire, moi. Parce que vous savez, on a quand même un coin agricole, là, au Savoie, on a beaucoup encore de petits exploitants, mais ça nous fait pitié. Ça travaille 90 heures par semaine, ça travaille le SMIC, ils ont des tenues tout déglinguées, c'est le monde de travail, vous voyez. C'est pour ça quand on voit les gars de la CGT, parce qu'ils ont fait une heure de trop, pratiquement vouloir tourner le pays ou bloquer le pays. Vous avez bien vu les gars de Marseille qui avaient 14 heures de travail par semaine, les routiers qui avaient 4 000 euros par mois et qui ont bloqué la France. C'est là que aussi que l'État a passé fait une réforme. Vous savez que les Allemands, le droit de grève, les Allemands, ils ont discuté l'emploi à vie contre l'interdiction du droit de grève, à condition qu'il y ait au moins l'augmentation du coût de la vie. Parce que moi, j'ai 2 Allemands commerciaux chez moi qui connaissent bien l'Allemagne. Et en Allemagne, vous regardez, vous n'avez pratiquement pas de grève. Ouais. Et donc, dans votre livre, on conclura peut-être par ça, vous donnez 30 mesures, c'est pas simplement un constat et même sévère, c'est aussi une source d'espoir parce que vous voyez 30 mesures. Je vais en citer une pour donner une idée et on renverra les gens à votre livre pour les 29 autres. La 16e mesure, par exemple, c'est créer un ministère de l'information pour combattre l'endoctrinement des partis et apprendre l'économie aux Français. Vous avez l'impression qu'ils connaissent pas bien l'économie? Exactement. Parce que, par exemple, quand on parle, par exemple, de la TVA sociale qui veut l'enlever au restaurateur, moi, je suis venu dans le milieu de la restauration. Bon, vous savez que si la gauche passe, il faut remettre la TVA à 19. Mais c'est un métier, bon, les gens, ils restent parce qu'ils n'ont rien d'autre, mais ça travaille 60 heures par semaine, ça gagne rien. On ne peut pas aujourd'hui vendre un plat à 20 euros avec des ouvriers qui ont le SMIC, des charges sociales, et qui en font 5 ou 6. C'est des exemples. Il n'y a aucune information sur l'économie. Qui va dire un jour à Mélenchon qu'il y a des sociétés qui ne tournent pas, qui font faillite, alors qu'ils ont l'air de dire que tous les patrons exploitent les ouvriers. Qui sait lire un compte d'exploitation? C'est vrai. Et puis que vous voyez David Pujadas, alors là, il faut bien lire l'histoire du bouclier fiscal, parce que ça a été aussi, on en a beaucoup parlé, mais personne, là il avait fait une chose terrible, Sarkozy, c'était bien, parce que là il a enlevé le bouclier fiscal pour essayer de se faire 4 voix, mais il a fait une erreur, parce qu'en France, d'ailleurs je donne même l'exemple, je sais pas, vous verrez, à un moment j'ai dit Yves Brotaz moi-même,
En 2004, j'ai payé 109% d'impôts. 109%? J'avais marqué le chiffre, j'avais 300 000 euros, j'avais gagné, et j'avais payé 390 000. Et j'avais créé cette année-là 150 emplois. Alors je dis, on a un rôle de pays, c'est pour ça que le bouclier fiscal est indispensable, parce que si vous avez un salaire, mettons, vous avez schématique, vous avez un bon salaire, vous avez un bien que vous ne louez pas, mettons, vous avez, je sais pas, à côté de chez vous, pas un château, pas sectionné, mais un grand terrain, vous ne louez pas, il a une valeur, il rentre dans l'USF. Et puis il fait en sorte que l'impôt est plus fort que le revenu. Alors c'était une mesure formidable. Là, mais Sarkozy, le pauvre, il a vu que la France était entre guillemets archimède à pas le comprendre. Ou alors les socialistes, ils faisaient semblant de pas le comprendre, mais c'était une chose formidable. Aujourd'hui, il a enlevé le bouclier fiscal. Vous savez qu'à Genève, bon, je suis à côté, on a 10 km, on achète les journaux, il y a 1300 délocalisations de fortune déjà installées qui sont prévues. Et avec la truc en Hollande, il y en a 2000. Les gars, quand on marie moyen, ce que je dis souvent, regardez bien dans le livre, la France c'est 1% du monde. La liberté individuelle existe dans le monde, on peut aller où on veut. Mélenchon dit qu'il vient à nous chercher si on partait, je ne sais pas comment il ferait. Et puis disons, il n'y a plus de frontières qui passent. Est-ce que quand Mélenchon parle, est-ce qu'il pense qu'il y a des frontières? Quand il a dit hier, ça qu'il fallait mettre le SMIC à 1700, voudrait le mettre. Mais si je mets à 1700, 2 mois après je ferme. Parce que mes clients, c'est même pas des Français, c'est des Américains. Ça se dit beaucoup de bêtises abominables. Je pense que le Français il a besoin d'apprendre l'économie. Tout à fait. Bah, écoutez, Monsieur Bontaz, en tout cas, c'est très courageux de votre part, non seulement de monter des entreprises, de créer des emplois, mais en plus d'essayer de partager votre expérience, parce que les chefs d'entreprise sont très, très occupés. Vous êtes très occupé aussi, j'imagine. Ça m'a pris 2 ans, cette étude-là. Alors, j'ai fait un deuxième livre aussi. Je ne l'ai pas envoyé, qui s'appelle Après les flonflons, les rêves s'envoleront. C'est à peu près en gros, c'est ça. J'ai donc simulé une victoire de Hollande au mois de mai. Et j'interviewe Hollande en lui disant, voilà, j'ai 60 questions à vous poser. Mais tout avec précision, sous le SMIC et tout, et partout, on est d'accord ensemble, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je dis que la gauche ou la droite, on ne peut rien faire. Bah écoutez, faut garder une note d'optimisme quand même. Vous et moi, on essaie de créer des entreprises, des emplois pour maintenir ce pays et garder l'espoir que la solution se trouve dans le travail, dans la création d'entreprises et pas forcément dans la paresse et dans le... voilà, prendre son temps, avoir des RTT. J'espère qu'on va ensemble, mais bon, c'est vrai que c'est le goût du pouvoir, donc que ce soit ou de la gauche ou de la droite, ça fausse un peu le jeu parce que on ne sait pas, enfin, en gros, s'ils vont appliquer tout ce qu'ils vont dire. Parce que là, il y a pratiquement la probabilité maximum que la Hollande passe. Donc, nous, les entrepreneurs, nous, il y a déjà des entreprises dans le coin qui ont arrêté les investissements et ils parlent de partir du pays. Ben, c'est plus grave qu'en 81 aujourd'hui. Hein. 81, il y avait encore de la barre sous le coude et tout, mais aujourd'hui, il y a une concurrence mondiale qui est tellement abominable avec l'Inde qui s'y met encore là. Bon, on ne parle pas de la Chine. Tous ces pays émergents qui arrivent là, la France avec nos salaires 10 fois plus chers que dans ces pays, on va être très mal en point. Voilà. Bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre demande d'interview. Et puis, bon courage pour... Si vous voulez me rappeler pour un autre, pour la fin du livre. Oui, tout à fait. Allez, au revoir. Au revoir, Monsieur Bontaz.